Libérer la compétitivité est un livre de Jérôme Barthélemy, professeur en stratégie et management à l'ESSEC Business School. Dans son ouvrage, il contredit beaucoup des plus grandes idées reçues en stratégie et management en s'appuyant sur de nombreuses études scientifiques. Il est particulièrement critique envers les clichés, les traditions, les gourous, les gris-gris et d'autres méthodes rassurantes qui donnent l'impression que dans ce milieu, tout est contrôlable et qu'il n'y a pas de place pour la chance ni pour le hasard. Plus réaliste, l'auteur explique la part importante de chance et d'expérimentation dans la quête du succès. Qu'est-ce que la stratégie ? L'auteur nous explique que c'est une réponse à 3 questions fortement liées. À quel client nous adressons-nous ? Quels produits ou services leur propose-t-on ? Et de quelle manière doit-on s'organiser pour proposer ces services ? L'auteur distingue 2 stratégies pures qui sont souvent étudiées en management. La stratégie par les coûts, qui consiste à produire moins que ses concurrents, tout en réduisant les coûts, quitte à ce que la qualité en pâtisse un peu. Et la stratégie de différenciation, qui consiste à vendre des produits de meilleure qualité que ses concurrents, en augmentant les prix en conséquence. Le problème, c'est que la très grande majorité des dirigeants choisissent de ne pas se diriger vers l'une ou l'autre de ces stratégies. En effet, choisir une stratégie, c'est s'éloigner de la moyenne. Cette peur de l'inconnu et du risque est décourageante et les entreprises y réagissent donc en choisissant une stratégie moyenne, une sorte d'entre-deux avec lesquelles elles n'attendront pas le succès, mais ne connaîtront pas l'échec. On a donc affaire à un paradoxe de la stratégie, sur lequel l'auteur insiste pendant tout son ouvrage. Les stratégies qui mènent au succès sont les plus risquées, et ce sont donc aussi celles qui mènent à l'échec. Si l'on est réaliste, faire une stratégie pure est d'autant plus risqué que le succès dépend en grande partie de la chance. Une fois que la chance a souri, le succès est capable de s'auto-entretenir grâce à un effet de notoriété. Par exemple, lorsque J.K. Rowling édite un livre en 2013 de façon anonyme, sous le nom de Robert Galbraith, il est salué par la critique mais ne connaît aucun succès commercial. Lorsqu'elle publie ce livre sous son vrai nom, le succès est immédiat. C'est ce que l'on appelle l'effet Mathieu. Tout cela est assez décourageant. De quelle marge de manœuvre dispose un dirigeant si le succès est en majorité lié à la chance ? Il existe des façons de provoquer la chance. Tout d'abord, il ne faut pas se tenir qu'à une stratégie délibérée, c'est-à-dire à la stratégie que l'on met en place au début du projet. Il faut également être capable de suivre une stratégie émergente, c'est-à-dire une stratégie que l'on va développer au fur et à mesure que le projet avance, en fonction du contexte. Il est par exemple intéressant de se concentrer sur les points forts que l'on se sera découvert à l'occasion. C'est ce qu'on appelle le principe de sérendipité. N'oublions pas que, contrairement aux idées reçues, on sait si une stratégie était bonne ou mauvaise seulement après sa mise en œuvre. L'auteur explique alors comment des analystes financiers encensaient la stratégie d'un groupe aussi longtemps que celui-ci était performant, avant de la critiquer lorsque la situation se retourna, alors que la stratégie, elle, n'avait pas changé. Une autre façon d'atteindre le succès est de briser les règles et les traditions. Il s'agit ici de remettre en question des habitudes bien établies. Par exemple, en 1999, Metro publie le premier journal au format A4. Ce format était jusque-là réservé aux tabloïds et considéré comme inadéquat pour les journaux. Mais cela permit à Metro de connaître un grand succès et il fut bientôt imité par The Independent, puis par le célèbre Times. La tradition du journal au format A3 provenait d'une loi taxant la presse au nombre de pages, mais cette loi avait été abolie en 1855, mais personne n'avait remis en question les traditions qui en découlaient depuis environ 150 ans. Finalement, le plus important pour atteindre le succès, c'est le droit à l'échec. Sans ça, les points précédents ne fonctionnent pas. Le droit à l'échec est la possibilité au sein d'une entreprise d'investir dans des projets nouveaux, innovants ou risqués, sans être sanctionné en cas d'échec. Ces expérimentations sont le meilleur moyen d'atteindre le succès. Puisque celui-ci est lié à la chance, plus on tentera d'innover, plus la probabilité de l'atteindre augmentera. Apple a connu des déconvenus, comme les échecs de l'ordinateur Lisa ou de l'assistant vocal Newton, avant de connaître le succès avec l'iPod. C'est ce point bien précis que les entreprises ont énormément de mal à comprendre.